bonjour à nos invités pour cette première conférence du TRAC autour de l'innovation responsable sur le thème des leviers d'innovation au service de la transformation durable des entreprises. Alors, on a pu constater une montée en puissance ces dernières années des questions autour des enjeux de durabilité qui se traduit par une volonté des acteurs d'aller vers des modèles économiques qui sont plus résilients, qui interrogent sur nos manières de produire et qui adressent plus que jamais la croissance des organisations de toute taille. Pour une transformation qui se veut plus durable, plus pérenne, les entreprises sont donc appelées à redéfinir la notion de performance et à adapter en conséquence le pilotage des trajectoires aux nouvelles exigences qu'appellent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous sommes donc en mesure de nous poser une question importante. Est-ce que l'innovation est la porte d'entrée vers une performance des entreprises qui se veut plus durable? Et dans ce contexte, quels sont les retours d'acteurs terrain et comment ces derniers mesurent-ils la performance de leurs actions pour aider des décisions plus éclairées? Pour répondre à ces différentes problématiques, nous avons la chance d'accueillir des entreprises qui ont tout à cœur la RSE. Bonjour Karine Viel, vous êtes directrice développement durable et déléguée générale de la fondation d'entreprise Monoprix, qui a été créée en 2009 et qui travaille sur la lutte contre la solitude en ville d'une part et l'accès aux produits de première nécessité d'autre part. Bonjour. Bonjour Bertrand Zwiderski, vous êtes directeur RSE du groupe Carrefour, qui travaille depuis de nombreuses années pour être un leader de la transition alimentaire pour tous. Bonjour. Bonjour. Sébastien Reynaud, bonjour. Vous êtes directeur de Recycléa, qui est une filiale de SCC France, une réussite du réemploi des parcs informatiques. Vous êtes également président de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, et vous pourrez notamment nous parler de la performance de ce modèle d'entrepreneuriat véritablement social. Bonjour. Bonjour Aurélie. Et pour terminer, bonjour Corinne. Vous êtes directrice de l'offre Sustainable Solutions chez Cachetel, une solution de pilotage de la performance extra-financière des entreprises vous évoquerez avec nous la nécessité de mettre en place des indicateurs pour mesurer et maximiser la performance RSE des organisations. Bonjour, bienvenue. Encore merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour partager votre vision et nous faire un retour d'expérience des actions que vous menez au quotidien. Je vous propose pour commencer peut-être de faire un premier tour de table afin de présenter la stratégie RSE de vos entreprises respectives. Bertrand, on va peut-être commencer par vous si vous le souhaitez. Je suis prêt. Vous êtes au cœur de la transformation durable du groupe Carrefour qui, non content de l'atteinte de ses objectifs RSE, a décidé de s'en fixer de nouveaux, qui sont plus ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre feuille de route RSE aujourd'hui ? Non, mais je vais essayer de vous parler un peu de la stratégie. Il y a plusieurs niveaux à la stratégie. D'abord, il y a une stratégie qui est une stratégie que nous on appelle corporate. C'est une stratégie où on a besoin d'écrire une histoire, l'histoire de notre transition alimentaire pour tous, pour le groupe Carrefour. Et donc ça, on a 5 axes. Le climat, avec un engagement de neutralité carbone de 2040. La biodiversité, avec la lutte contre la déforestation, le développement du bio, l'agriculture durable. Le troisième, c'est la santé. La santé, la lutte contre, et tout le monde le voit bien, la lutte contre l'obésité, qui est un sujet clé, et ça dans toutes les parties du monde. Le sujet de l'inclusivité, mais l'inclusivité non seulement au sein de nos équipes, mais aussi de pouvoir accueillir l'ensemble de nos clients sur les différents continents dans lesquels on opère. Et puis un dernier qui est très transversal, qui est le devoir de vigilance, qui est cette vigilance que l'on doit dans la supply chain et qui s'est pas mal transformée dans ces 3 dernières années. Donc vous voyez, il y a 5 enjeux clés sur lesquels nous écrivons une histoire avec des engagements, avec des chiffres, avec des indicateurs, avec un reporting, avec une consolidation extra-financière, avec un audit, avec tout ça. Donc ça, c'est l'equity story. Ensuite, il y a 5 grandes, ce qu'on appelle demandes des consommateurs aujourd'hui, que l'on va retrouver dans les différents continents. Cette demande, on la pilote en fait, selon les pays, on la pilote en fonction de la sensibilité locale. Ce qu'on appelle les utopies que tout le monde a un peu dans la tête. Chacun de nous, on a dans la tête des utopies. Par exemple, on a l'utopie d'un monde sans plastique. On a l'utopie peut-être d'un monde dans lequel on ne tuerait plus tout d'animaux pour manger. Tout le monde a des utopies un peu comme ça dans la tête, un monde où, avec le monde agricole, tout se passe bien, etc., etc. Donc toutes ces utopies-là, on les analyse, pays par pays. Et puis en France, il y en a 5. Il y a 5 sujets sur lesquels nous sommes attendus. C'est le local, la nutrition, le zéro plastique, le zéro gaspillage alimentaire et l'agriculture durable, le bio. Ça, c'est les 5 attentes des consommateurs sur lesquelles on doit innover. C'est-à-dire que c'est une attente d'aujourd'hui, toutes les enquêtes le montrent. Maintenant, nous, ce qu'on a à faire, c'est innover et trouver des actions. Et ça, j'en montrerai après. Et puis après, vous me demandez ce qui est demain. Demain, ce sont les tendances de consommation. Quelles sont les 5 tendances de consommation sur lesquelles nous travaillons ? On travaille sur le vrac, on travaille sur le reuse, on travaille sur les produits d'origine végétale,
On travaille sur le do-it-yourself. Et on travaille sur la collecte des emballages de nos clients, les services qui vont faire que les clients vont pouvoir ramener des emballages dans les magasins. Donc ça, c'est assez classique dans le secteur du retail. Mais vous voyez, ça fait 5 enjeux qui sont les enjeux corporate, 5 attentes des clients sur lesquelles on doit innover et 5 tendances de consommation qu'on doit pousser. Puis ça fait une feuille de route bien chargée. Ouais, non mais faut le faire quoi. Karine, je rebondis sur vous du coup. Donc, selon la feuille de route de Monoprix qui est proposée pour 2030, vous avez également 5 objectifs qui sont à l'ordre du jour. Tout marche par 5 aujourd'hui. Tout marche par 5, c'est le chiffre magique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, évoquer la manière dont vous déclinez ces objectifs en interne et en externe? Alors voilà, je vais reprendre pas mal des choses qu'a dit Bertrand parce qu'on a beaucoup de thématiques similaires, évidemment, même si on est peut-être moins focus chez Monoprix sur l'alimentaire parce qu'on a toute une partie de notre chiffre d'affaires qui est fait sur des produits textiles, maisons, loisirs. Ce sujet de la RSE, du développement durable, il est assez ancien chez Monoprix parce que c'est en 90 que vraiment il a été pris en main dans l'offre des produits qu'on commercialise dans nos magasins. On était la première enseigne à proposer des produits, généraliste, à proposer des produits bio, on a lancé des produits équitables, la mode bio, la beauté bio, dans les années 90, début 2000, et donc avec une feuille de route RSE associée aussi plus globalement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que petit à petit, je pense que c'est la même chose un peu dans toutes les entreprises, on voit que cette stratégie RSE, elle se confond avec la stratégie globale de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, en 2020, Monoprix a écrit sa stratégie d'entreprise à horizon 2030 qui s'appelle le plan 10/10. Donc là, c'est 10 objectifs pendant 10 ans, 5 x 2. Bon, dans ces 10 objectifs globaux d'entreprise, 5 sont des objectifs de la stratégie RSE. En l'occurrence, baisser de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici entre 2020 et 2030, avec pour objectif d'être zéro net émission en 2040, que 100% des produits à marque Monoprix soient responsables, c'est-à-dire apportent une garantie sociale et environnementale d'ici 2030. Idem sur le plastique, zéro plastique à usage unique issu de matériaux vierges fossiles d'ici 2030. Quoi d'autre? J'en suis à combien? 4? Si, 3. Définir une mission d'entreprise et devenir une Bicorp, horizon 2030, ça c'est un objectif. Et puis le dernier vise notre politique RH, être un employeur reconnu comme certifié responsable par des labels type Top Employer, Great Place to Work. Voilà. Donc ça, ce sont des objectifs de la stratégie RSE, mais ce sont aussi des objectifs de la stratégie globale Monoprix qui finalement aujourd'hui, les deux fusionnent. Et après, on est en effet un plan d'action RSE avec là 3 axes, un axe qui concerne toute notre offre, comment proposer des produits plus responsables, comment accompagner nos fournisseurs vers des meilleures pratiques, que ce soit pratiques agricoles, éthique sociale dans les usines des fournisseurs, comment aussi rendre tous ces sujets visibles, lisibles, compréhensibles à nos clients, donc accompagner nos clients aussi vers ces modes de consommation plus durables. Ensuite, il y a un volet plus sociétal. Comment est-ce qu'on a un acteur local plus engagé? Comment est-ce qu'on a un acteur de l'économie circulaire? Comment on est aussi une entreprise plus solidaire, surtout en ce moment? Et puis un dernier levier sur nous, en tant qu'entreprise, comment être exemplaire d'un point de vue social RH, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue gouvernance de ces sujets. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Sébastien, je me tourne vers vous. Au-delà d'un engagement environnemental via le réemploi des parcs informatiques, Recycléa, c'est aussi et surtout une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'elle emploie une majorité de personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous est venue l'envie de construire de l'entreprise sur ce modèle d'entrepreneuriat social ? Alors malheureusement, c'est pas moi qui en ai eu l'envie, ce sont mes actionnaires. En fait, on est une filiale du groupe SCC, qui est le premier groupe privé d'informatique européen. Et à l'époque, c'est la rencontre de 2 entrepreneurs. Un entrepreneur qui est Sir Peter Ridby, le chairman du groupe, avec un entrepreneur local, Jérôme Auclair, qui avait tous les deux se retrouvent autour de cette fibre sociale. Et on était une des premières joint ventures sociales en France qui a été créée. Moi, j'ai été recruté pour mener à bien le projet social et transformer cette société en entreprise adaptée. Donc une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie majoritairement au moins 55% de personnes en situation de handicap. Donc ils ont fait ce choix-là par conviction, réellement. On est dans un bassin, nous on est éloigné de la région parisienne, on est dans un bassin qui est un ancien bassin industriel où on avait beaucoup de gens qui avaient eu des carrières dures et difficiles dans la métallurgie, et donc on venait proposer une solution d'emploi
pour les moins qualifiés, avec tout un volet innovation sociale sur l'accompagnement et la montée en compétences professionnelles et le volet adaptation professionnelle. Puisque à l'entrée sur Recycléa, on a toujours une moyenne de 75% de nos collaborateurs qui ont un niveau BEP, CAP ou en dessous. Donc on a vraiment été développé de l'ingénierie de formation pour aller chercher de l'appétence et transmettre la compétence après pour monter sur des métiers techno, puisqu'aujourd'hui, en plus du volet social qui est dans l'ADN par l'entreprise adaptée, comme vous le disiez, sur le volet environnemental, il y a déjà 10 ans qu'on est dans l'économie circulaire et qu'on propose du remploi de parcs informatiques. En fait, c'était l'objectif d'SCC, c'était de proposer à ses clients le life cycle du produit, c'est-à-dire je vends, j'infogère, j'apporte le service et à la fin, je suis aussi capable de vous l'aider à le traiter dans de bonnes conditions. Donc, on a fait monter les gens en compétences là-dessus. On a introduit tout ce qui était reuse, réemploi, refurb. Et depuis 2 ans, on a redéveloppé parce qu'on avait un axe sur lequel on avait un peu de mal à recruter. On développait peu l'emploi des femmes. On a été développé du support end user, ce volet-là, pour créer un nouveau métier au sein de Recycléa. Ok, merci beaucoup. Corinne, vous accompagnez via K-Shuttle des entreprises de différents secteurs sur l'intégration de la RSE à la stratégie. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama rapide du marché aujourd'hui et nous partager peut-être quelques chiffres clés ? Oui, merci. Effectivement, chez K-Shuttle, on accompagne les entreprises sur l'intégration de la RSE dans leur stratégie, mais aussi sur le suivi de leur performance sur ces questions-là. Et donc, c'est quelque chose dont on est absolument convaincu que la RSE doit aujourd'hui être vraiment partie prenante de la stratégie et que, à ce titre, donc, elle doit être pilotée, mesurée, avec la même rigueur, la même fiabilité, la même vigilance qu'on le fait pour la performance financière. Donc, on se positionne sur ce créneau-là. Et effectivement, on accompagne un certain nombre d'entreprises qui nous remontent ou sur lesquels on voit des grandes tendances et ce qu'on constate, c'est vraiment une accélération des attentes sur ce sujet de la part de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, quand on dit l'ensemble des parties prenantes, ça va être les acteurs gouvernementaux, ça va être la réglementation, ça va être aussi les besoins de pilotage interne, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs. Et donc, on voit que aujourd'hui, les entreprises, peu ou prou, se mettent à ce sujet. Donc, effectivement, là, on a des exemples d'entreprises très avancées qui effectivement aujourd'hui veulent encore aller plus loin et on voit que c'est quelque chose où on peut toujours progresser, mais on a aussi des entreprises qui sont de taille un petit peu plus petite, qui vont plus ou moins rapidement sur une base volontaire pour dans quelques années y aller peut-être un peu plus contrainte. Voilà, et j'anticipe sur la CSRD et toute cette vague de réglementation qui est en train de se mettre en place, mais voilà, beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui compris cette attente qui est en forte accélération et elles se lancent sur le sujet. Et comme je disais, il y a l'impératif réglementaire, il est très très lourd. Là, depuis 2-3 ans, on a une énorme vague de standardisation, de normalisation, de réglementation qui est en train de déferler sur l'Europe, mais aussi sur les US. Donc, il faut s'aligner. Il y a des enjeux qui sont des enjeux au-delà des enjeux de pilotage interne, savoir se projeter, donner des éléments crédibles aux gens qui vont faire confiance à l'entreprise. Donc ça, c'est important. Il y a les investisseurs, mais il y a aussi les consommateurs, il y a les clients. Voilà, il y a énormément de sujets qui font que cette thématique de la RSE, de l'intégration de la RSE dans la stratégie et surtout de la justification de la performance RSE devient clé pour bon nombre d'acteurs. Et voilà, on participe à essayer de crédibiliser les démarches par la mise en place d'approches fiables et sur lesquelles on peut baser des engagements. Et qui concerne aujourd'hui toutes les entreprises. Et qui concerne toutes les entreprises, volontaires ou pas. Voilà. Qui les concerne tous. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur une question qu'on a mentionnée en introduction de cette table ronde. De quelle manière est-ce que l'innovation est la porte d'entrée pour une meilleure performance de la RSE ? Bertrand, je me retourne vers vous une nouvelle fois. Vous avez déployé de nombreuses actions pour consolider la RSE du groupe Carrefour avec des engagements et des objectifs qui sont chiffrés autour des produits, des consommateurs, on en a parlé, des magasins, des partenaires, des collaborateurs. Quels leviers internes ou externes est-ce que vous mettez en place pour mener à bien ces chantiers ? Les chantiers d'innovation, vous voulez dire ? Oui, les chantiers d'innovation. Non, mais je pense qu'en effet, avec Karine, je sais qu'on partage cette passion. On a un métier incroyable. On est des distributeurs, on est au cœur de la vie des citoyens, au cœur de la vie des Français. Donc les possibilités d'innovation, elles sont vraiment infinies. Et en fait, nous, on est chargé d'innover sur de la vie quotidienne. Et je vais vous montrer quelques exemples. Mais vous voyez, vous prenez le sujet, on prend quel sujet ? On prend le sujet du gaspillage alimentaire.
Gaspillage alimentaire, vous pouvez vous dire, bon, mais très bien, que peut-on faire? C'est vrai qu'il y a le don alimentaire sur ce que l'on réalise dans tous nos magasins. Il y a bien sûr la réduction des produits à date courte. Il y a aussi le fait qu'on puisse vendre les produits après la date de consommation, avec des réductions. Et il y a un tas de démarches comme ça. On peut faire le lendemain, quand on a des croissants, on peut faire des croissants aux amandes. En Espagne, on fait des croissants secs. Il y a plein de petites astuces comme ça. Mais par contre, après, il faut innover. Je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, on a sorti, nous, des paniers de ce type-là. Des paniers qui vendent ce qu'on appelle les légumes de fin de journée. Vous savez, vous n'avez pas voulu, vous aviez là j'ai quoi? J'ai 3 aubergines et 2 clémentines. Vous avez 3 aubergines, vous, en tant que client, vous n'avez pas sélectionné. Elles ne vous paraissaient pas correspondre à votre attente. Ben, elles nous restent en fin de journée. Et quand elles nous restent en fin de journée, nous, il faut quand même les vendre. Et on a sorti ces paniers, on a tenté, c'est une innovation en termes d'emballage, etc. On a vendu 1 million. 1 million en moins de 7 mois. C'est un succès. Et c'est un succès, je dirais, qui est sociétal, parce qu'après, il a été reproduit par d'autres distributeurs, etc. Et en fait, on commence à en faire un standard de consommation. Donc là où c'est un succès, je pense, en matière de responsabilité sociétale, c'est que le projet est bon, le client adhère, une fois qu'il adhère, il devient un standard de consommation, et maintenant on bosse sur autre chose. Je vais vous montrer un autre exemple. Vous allez voir, ça va vous parler. Les bananes. On aurait dû faire un magasin Carrefour. D'accord, les bananes. Monoprix à l'intérieur. Vous voyez, ça, pourquoi en matière de RSE, ce produit-là est intéressant à votre avis? Pourquoi la banane, en matière de responsabilité sociétale, c'est un produit intéressant, à votre avis? Elle voyage, pas mal. Donc vous imaginez on l'a démarré emballé au départ, c'est vrai. Pourquoi elle est intéressante en termes de responsabilité sociétale? C'est le premier chiffre d'affaires de tous les rayons fruits et légumes de tous les super et les hypermarchés de France et du monde. D'accord? Donc quand vous voulez démarrer quelque chose, vous me demandez qu'est-ce qui est transformationnel? Ce qui est transformationnel, c'est de travailler sur les sujets qui sont les plus durs, sur les sujets qui ont les plus gros volumes. Et en effet, celle-là, quand on l'a démarré, celle-là, elle est bioéquitable. Maintenant, c'est 1 banane sur 3 chez Carrefour qui est bioéquitable. C'est pas facile, 1 banane sur 3. Est-ce que vous pensez qu'un client Carrefour, 1 sur 3 est écolo? Franchement. D'accord? Oui, j'espère. Moi, j'adorerais, hein, mais on est plutôt vers 2-3%. D'accord? Donc, il faut réussir à faire avec une population qui n'est pas ultra sensibilisée aux sujets environnementaux. Il faut en faire quand même un sujet de transformation d'entreprise. J'estime que quand on arrive à 1/3, aujourd'hui on arrive à plus de 40% de nos bananes qui sont bioéquitables, vous avez créé une transformation. Cette transformation, et vous le dites, elle est aussi dans la supply chain. Ça veut dire que pour réussir à ce que 40% des bananes chez Carrefour, ça représente près de 20 000 tonnes de bananes, elles soient produites, il faut que des producteurs soient derrière. Donc là, il faut travailler avec eux, il faut travailler avec des zones de production, il faut des zones de production qui ne soient pas avec des terres et qui soient corrompues, etc., etc. Donc en fait, il y a tout ce travail-là. Puis le dernier travail que vous avez à faire sur la banane, qui est génial, vous allez voir, c'est que, en fait, bon, je peux donner le micro aussi. En fait, en tant que consommateur de bananes, quand vous avez des bananes comme ça en vrac, il y en a une qui vous plaît pas. Toujours. Pourquoi? Vous en avez une qui vous plaît pas. Ou sur la liste de courses, c'est pas écrit 1 kilo de bananes. Vous écrivez quoi sur la liste de courses, vous? 5 bananes, 4 bananes, 3 bananes, 1 banane. Donc vous allez nous en enlever une. Cette banane-là, vous en faites quoi? Vous avez déjà vu dans un magasin plein de bananes comme ça, toutes seules? Vous en achetez, vous? Non. Eh ben, vous, bah oui, non mais vous êtes super, mais il y en a beaucoup qui sont pas super, eh ben ils nous les laissent. Ça s'appelle la banane célibataire. La banane célibataire, c'est 7% des bananes vendues. Quand je vous ai dit que c'était le premier chiffre d'affaires, vous imaginez 7%. Donc beaucoup d'acteurs de la distribution les donnent, les offrent, Monoprix, c'est vrai. Vous les offrez aux enfants, etc., etc. Nous, quelquefois, on essaie de les vendre pour les déjeuners. Quand vous voulez qu'une seule banane, on essaie de trouver des solutions, on essaie de les marier, banane célibataire, mariée. Hein, on essaie de les vendre en lot. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est que, vous voyez toutes les traces noires là, elles sont liées à toute la manipulation depuis la bébé banane. D'accord? Donc il y a des endroits où, par exemple, elles sont piquées. C'était une petite mouche qui est venue pendant la croissance de la banane. Donc on va essayer d'éviter cette mouche. Quand elles sont frottées comme ça, c'est que les bananes, elles poussent, et puis elles se frottent les unes aux autres. Donc on va mettre des feuilles de banane entre elles, des genres de coussins entre elles, pour éviter qu'il y ait un frottement, etc. Ce que je vais essayer de vous illustrer avec cet exemple, c'est qu'en fait, c'est un travail collectif. C'est pas un travail d'un distributeur qui se lève le matin. Hein, c'est un travail avec toute notre chaîne d'approvisionnement. C'est un travail avec tous les acteurs. Ce que j'essaie d'illustrer aussi, c'est que l'innovation, c'est pas vous qui la trouvez le matin en vous levant. L'innovation, vous la trouvez en discutant, vous la trouvez en communiquant, vous la trouvez avec des gens qui vous parlent, qui vous téléphonent, voilà, vous la trouvez en étant très ouvert. Et ce que je veux illustrer comme troisième chose, c'est que quelquefois, l'innovation, on pense toujours à technologie, on pense à des trucs incroyables. Mais ce que je vous ai montré, par exemple, de supprimer le plastique de la banane et d'y mettre un bandeau comme celui-là, qui résiste au mûrissement, etc., qui résiste à tout le transport, et bien ça, c'est une innovation. L'innovation, elle peut être toute simple dans notre vie quotidienne. Et chacun de nous, on peut voir, quand on fait ses courses, des petites innovations, des petites choses que l'on ferait.
eh ben, je vous encourage juste à nous les communiquer, à nous d'abord, avant de les communiquer à Monop. Bon, nous, 100% de nos bananes sont bioéquitables chez Monop. Non, mais vous, On va pas commencer le débat. Et donc, l'innovation, la transformation, transformation, c'est s'attaquer sur des gros morceaux, et l'innovation, c'est de s'attaquer sur des choses du quotidien et de réussir à trouver quelque chose qui va réussir à les transformer. Ah, micro, pardon, j'ai fini. Merci beaucoup. Je pense qu'on pensera tous aux bananes célibataires maintenant. Ouais. Donc, je ferai l'effort personnellement d'acheter des bananes célibataires. Karine, Monoprix a pour objectif également d'accompagner les clients vers une consommation qui est plus responsable, qui se veut sans culpabilisation, qui promeut un développement durable, je vous cite, qui est plus gai, ludique et en connivence avec ses clients. Quel rôle joue, selon vous, l'innovation et est-ce que vous pouvez nous partager d'un succès dont vous êtes particulièrement fiers chez Monoprix ? Alors oui, c'est vrai que chez Monoprix, on a ce ton de communication qui fait qu'on ne veut pas être trop militant, inquiétant. C'est vrai que ces sujets sont parfois anxiogènes et qu'on se dit qu'il faut toujours en parler de façon positive en proposant des solutions de façon optimiste. Après, c'est vrai qu'en préparation de cette table ronde, on se dit mais en fait, c'est vrai que des exemples d'innovation, transformation, durabilité. En fait, on en a tellement à proposer. On pense, c'est vrai, beaucoup à l'offre produit qu'on vend en magasin. Mais finalement, tout ça se répond et finalement, l'innovation durable, elle accompagne les grandes transformations que notre secteur connaît aujourd'hui. Je pense par exemple à toute la digitalisation, le développement du e-commerce. Je pense aussi au fait que de plus en plus, on vend des produits, mais surtout on vend des services et on veut être un acteur. En tout cas, Monoprix, on est des commerçants de centre-ville, donc on va être un acteur de la mobilité, un acteur de la santé en ville. Et du coup, en fait, je me disais que je pouvais peut-être parler avec vous justement de ce qu'on fait pour faire en sorte que notre e-commerce soit le plus durable possible. On voit le développement très fort. Aujourd'hui, je crois que 10% du chiffre d'affaires quasiment alimentaire en France est fait en e-commerce. Que sur la mode, on est à 15%. Que en fait, le Covid a complètement changé nos habitudes et qu'il y a 25% des Français qui, pendant les confinements, pour la première fois, se sont mis à acheter sur Internet. Donc en fait, c'est un trend de fond qu'on est tous en train de vivre. Évidemment qu'on n'a pas attendu le Covid pour parler e-commerce et développer des solutions chez Monoprix. Mais on se dit, voilà, en fait, il faut que l'innovation et que l'innovation durable, elle accompagne ces transformations-là aussi. Et notamment, alors après, c'est aussi un parti pris de Monoprix que développer un modèle qui soit basé sur la livraison à domicile, alors qu'en France, on est quand même avant tout sur le drive pour la partie alimentaire. Parce que aussi, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue environnemental, plus vertueux. Plutôt que chacun aille faire un petit aller-retour au drive avec sa voiture, là, on est sur des systèmes de mutualisation avec des algorithmes qui optimisent les transports et les trajets. Et surtout, si on essaie de travailler, c'est ce que je voulais partager avec vous, sur nos chaînes logistiques, comment décarboner au maximum nos entrepôts. Donc là, par exemple, on vient d'ouvrir un entrepôt à Moissy-Cramayel, là, au mois d'octobre. Tout beau, tout nouveau et surtout très innovant d'un point de vue écologique. En fait, sur l'entièreté du cycle de vie du bâtiment, de sa construction, son utilisation, sa fin de vie, là, sur les 50 ans, on a optimisé les choses pour baisser de plus de 75% l'impact carbone de l'entrepôt. Donc ça se fait en utilisant du béton plus écologique. Alors me demandez pas de rentrer dans les détails techniques, mais enfin en mettant en place des pompes à chaleur, des panneaux solaires sous les toits, en revoyant l'isolation, bref, toute la conception du bâtiment et sa gestion. Donc ça, voilà, travailler sur les entrepôts, sur nos flottes de camions qui sont entre nos entrepôts, nos magasins. On fait tout un travail aussi pour décarboner le plus possible. Aujourd'hui, il y a 25% de la flotte de camions qui fonctionne au gaz et la grande majorité au biogaz. Voilà, toutes les commandes e-commerce qui sont préparées depuis notre entrepôt de Fleury-Mérogis. Donc c'est le gros de ce qui est livré à Paris en Ile-de-France, c'est livré aux clients avec une flotte de camions au biogaz. Toutes les livraisons qui sont faites depuis nos magasins sont en majorité décarbonées, 100% décarbonées dans Paris intramuros. Donc ça veut dire que vous êtes livré. Donc ça, c'est si vous faites vos courses chez Monoprix, vous laissez votre caddie, ou si votre commande e-commerce est préparée dans un magasin, ça vous est livré soit à pied avec des chariots piétons, soit avec des vélos cargo.
Donc ça, c'est 100% dans Paris Intramuros, c'est 60% au niveau national. Donc vous voyez, en fait, l'innovation, c'est se dire comment est-ce que on accompagne pour que ces transformations de nos métiers, de nos secteurs, se fassent de façon durable aussi. Merci beaucoup. Sébastien, on a parlé de la période de Covid. La crise sanitaire a été une période aussi d'accélération pour Recycléa, qui est passé à 200 collaborateurs aujourd'hui. Quel effet a eu l'arrivée de ces nouveaux collaborateurs sur une transformation plutôt organisationnelle, justement ? Il y a eu beaucoup de transformations, mais on parlait de transformation, d'innovation. L'innovation, elle peut être technique, elle peut être simple, elle peut être aussi sociale, parce que ça a vraiment été ça. On est passé de 70 collaborateurs avant la crise à 200 aujourd'hui, donc on a connu une forte croissance. Et c'est vrai que l'arrivée de ces nouveaux collaborateurs, c'est aussi fait pendant des confinements, avec des compétences à transmettre, des collaborateurs à intégrer, gérer du télétravail. Donc on a beaucoup travaillé en fait autour de l'innovation sociale et d'essayer aussi de trouver des innovations technologiques permettant d'accueillir ces gens, de les accompagner, de les professionnaliser. Donc on a beaucoup travaillé autour de l'agent augmenté, de choses comme ça, c'est-à-dire que on a essayé d'accompagner les collaborateurs avec des sessions de e-learning, mais avec des développeurs, on a travaillé pour qu'ils puissent être rapidement opérationnels, des arbres de décision où la technologie vient en plus du collaborateur et facilite sa décision. On a vraiment été très loin dans une recherche pédagogique. On a même fait de la R&D avec des universitaires. Donc, et ça a été un succès parce qu'aujourd'hui, on a démarré. Fallait être un peu optimiste. On a vraiment industrialisé les métiers du support pendant le premier confinement. Notre première promotion a démarré au mois d'avril 2020. Et aujourd'hui, on a 80 collaborateurs qui opèrent et qui ont été obligés d'opérer très rapidement des contextes sur lesquels les clients se retrouvaient en tension. Parce que quand vous venez faire du support end-user pendant le confinement avec toutes les organisations qui se déplacent en télétravail, on s'est retrouvé avec des collaborateurs de nos clients qui étaient en télétravail, qui appelaient le support et qui tombaient sur des gens qui venaient juste d'arriver. Voilà. Et on a réussi, c'était un peu tendu. On a réussi à passer le cap et vraiment, on s'est servi de l'innovation technologique pour accompagner nos collaborateurs, les former et les rendre plus efficients, alors qu'on est toujours sur ce que je vous disais tout à l'heure, des ratios de personnes qui, à l'entrée chez nous, n'ont pas forcément des compétences sur le papier. Ils ont plutôt de l'appétence et nous, toute la compétence, on l'a transmis. Et là, on s'est vraiment servi de l'innovation. On parle de knowledge management, on parle d'agents augmentés, on s'est servi de l'intelligence artificielle. Tout ça avec du e-learning pour développer des compétences et pouvoir rendre les gens opérationnels. Merci beaucoup. Corinne, j'aimerais bien avoir votre retour sur les nombreux exemples qu'ont partagé nos invités qui illustrent la manière dont l'innovation ou la digitalisation a servi à la performance RSE de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez à notre tour nous partager des exemples concrets, des bonnes pratiques inspirées d'entreprises que vous avez pu accompagner sur ces sujets ? Oui, après ces retours terrain, très terrain, je vais partir sur une dimension qui est peut-être un peu plus corporate et parler des problématiques de digitalisation, parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait de l'innovation, quoique pour certains, on n'est encore pas tout à fait digitalisé, surtout dans les process RSE. Et donc, juste pour info, quand on regarde un peu les sociétés cotées, il y a 50% qui sont encore à travailler sous des feuilles Excel pour remonter leur performance, essayer de la piloter. Donc voilà, on peut imaginer une certaine dimension innovation autour de la gestion de ces processus. Voilà. Donc c'était ce point qui me semblait aussi intéressant à montrer. La digitalisation, c'est un vrai levier de transformation aussi sur la manière dont on va opérer, gérer, faire évoluer la RSE au sein de l'entreprise. Donc il y a effectivement l'innovation sur l'offre, l'innovation sur la RH, etc. Mais avec des outils adaptés, des systèmes informatiques, la digitalisation permet d'aller plus vite. Donc en fait, on récupère de la data, elle permet d'aller plus loin, plus solide, c'est-à-dire qu'on va fiabiliser l'information, elle permet de se projeter. Donc on va aussi s'inscrire dans trajectoire, on va y simuler, on va répondre donc à des attentes moyen-long terme d'un certain nombre de parties prenantes. Et puis il y a un autre sujet autour de la digitalisation des outils, c'est que d'un point de vue déploiement de la RSE, ça permet vraiment de
partager l'information et en fait d'aller chercher au sein d'une entreprise l'ensemble des acteurs, alors qu'en fait que les processus de digitalisation pouvaient ou de remontée de l'information pouvait être assez top-down ou bottom-up. Là, la digitalisation vraiment embarque l'ensemble des collaborateurs. Et là, on est aussi dans une innovation, je trouve, en termes de déploiement de stratégie, etc., qui est vraiment un sujet intéressant à mettre en œuvre et un vrai levier de transformation pour que la RSE soit déployée au maximum et transforme les modèles d'entreprise. Merci beaucoup. Alors chez Kickoff, on est convaincu que l'engagement RSE pour que l'engagement des RSE des entreprises soit durable et pérenne, la stratégie de l'entreprise doit être pleinement intégrée durablement à la stratégie de croissance. Vous avez pu témoigner d'actions que vous avez menées au sein de vos entreprises respectives. Est-ce que vous pouvez partager avec nous la manière dont vous avez mis en place ces projets et comment vous pilotez aujourd'hui la performance pour mesurer le succès ou, dans le cas contraire, ajuster le curseur sur vos différents chantiers? Corinne, je vous propose peut-être de démarrer sur ce sujet pour partager des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place avec des indicateurs clés pour piloter la performance des actions durables qui sont mises en place par les entreprises. Quels critères est-ce que vous regardez en priorité chez K-Shuttle ? Alors déjà, lorsqu'on met en place des KPI, il y a une condition, c'est que ces KPI soient vraiment matériels, c'est-à-dire qu'ils doivent refléter les vrais enjeux prioritaires de l'entreprise. Donc ça veut dire que ils vont permettre en fait de maîtriser un risque, de saisir une opportunité, ils vont vraiment être pertinents. Ensuite, on est dans un jeu qui ne doit pas être monstrueux. Si on veut piloter, il faut forcément être limité dans le nombre d'indicateurs. Ça aussi, voilà, on n'est pas là pour faire une liste à la Prévert de tous les sujets, de tous les projets, etc. Il faut savoir se concentrer sur les vrais leviers d'action qui vont faire progresser. Ensuite, je dirais qu'il y a un autre élément, c'est la partie construction et fiabilité du KPI. Il faut le construire sur des données qui sont fiables, sur des processus qui sont solides et fidèles. Parce que pourquoi ? En fait, ils vont démontrer ou donner une information qui va être utilisée pour de la prise de décision interne. Donc, c'est important qu'on puisse s'asseoir dessus, s'appuyer. Et de la même façon, ça va être des éléments d'information qui vont en fait aussi soutenir les engagements, soutenir la crédibilité du discours de l'entreprise. Donc, il est essentiel que les KPI qu'on produit soient fiables et soient auditables. Et je dirais qu'il y a aussi un autre exercice, c'est un KPI, on n'est pas là pour regarder dans le rétroviseur, dire voilà, j'ai bien fait, j'ai un peu moins bien fait, etc. On est aussi là pour se projeter. Donc un KPI, ça s'objective. On se dit, bah voilà, je le définis et à 5 ans, j'aurai tel engagement et je m'y tiens. On se donne des ambitions et ça sert aussi à ça, un KPI. Et ensuite, dans la construction, il y a quand même peut-être des éléments qui peuvent limiter les ambitions, c'est la disponibilité de la data sur l'ensemble du périmètre qu'on regarde. Parfois, on a envie de faire un magnifique KPI et puis on se rend compte que dans la filiale qui est, je ne sais pas où, en Amérique du Sud, on n'a pas la data. Donc, il faut un peu réviser les ambitions. Donc, en fait, c'est un bon compromis entre des ambitions, des SMART, enfin classiquement, pour la définition d'objectifs, et puis de la donnée qui est disponible et facilement remontable. Voilà. Et qui doit être suivi, c'est très important. Pour pouvoir doit faire l'objet d'un suivi et l'objet d'un partage aussi. Ouais. Partage en interne pour le pilotage. Au niveau des instances directionnelles ad hoc, et puis partage en externe pour démontrer le bien fondé des démarches engagées. Merci beaucoup. Bertrand, le programme Act for Food a été créé en 2018, je crois, chez Carrefour, c'est bien ça ? Oui. Parfait, bonne date. Sur quels indicateurs est-ce que vous vous basez aujourd'hui pour piloter la performance des actions qui sont menées via ce programme ou de la performance des programmes liés à la transition alimentaire de manière générale, au-delà d'Act for Food ? Non, on a pour chaque objectif, que ce soit l'objectif neutralité carbone, l'objectif lutte contre la déforestation, l'objectif plastique, etc., on a un objectif. Donc si je prends l'objectif plastique par exemple, on a un objectif, on se fixe en 2018 l'objectif de réduire de 20 000 tonnes d'ici 2025 le plastique, l'emballage. Donc 15 000 tonnes de plastique et dans les 15 000 tonnes de plastique, environ 8 à 9 000 tonnes de plastique qui étaient sur nos emballages de fruits et légumes. Et en 2018, on fait une enquête auprès des consommateurs et ils nous disent « Oulala, moi le plastique que je déteste le plus, c'est le plastique que je vais enlever dès que je rentre à la maison. » Vous savez, je fais mes courses et puis dès que je rentre à la maison, j'enlève le plastique qui ne me sert à rien, je mets à la poubelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'irritant. Et l'irritant numéro 1, number 1, c'était... Non, pas le lait. Celui-là, il ne m'arrangerait pas, celui-là.
Lequel? L'irritant numéro 1 du plastique en 2018, à votre avis? Non. Ah, ça aurait été emmerdant, ça. Hein. Et vous pouvez en parler juste à celui qui est juste derrière vous, c'est Thomas Kiriakou de Danone. Ouais, ok. Donc, non, le premier irritant pour les consommateurs, c'était le plastique qui entourait les fruits et légumes des produits bio. Ensuite, deuxième irritant, le plastique des fruits et légumes. Et c'est la raison pour laquelle, en 2018, je reviens sur la banane, cette banane-là, en fait, elle était emballée dans un emballage plastique quand on l'a lancée. Hein, et on l'a enlevé, ça a fait moins de 200 tonnes, et on a enlevé le fameux emballage plastique du concombre. Eh ouais, c'était bien ça, hein, c'était bien, parce que ça, en fait, vous imaginez que pendant des années, vous l'aviez pas vu. Donc pendant des années, il vous semblait pas irritant. D'accord ? Et puis il est devenu un irritant, et on a décidé de l'enlever dès 2018, et ça a été le début donc de cette démarche. Hein, et puis après, si je reviens à l'histoire de KPI, à chaque fois on mesure. Quand on enlève le plastique des sachets de clémentine, on fait que ça fait moins 8 tonnes. Et après on bute sur des sujets. Par exemple, les pommes par 6, on voit que nous on n'arrive pas à vendre tout en vrac. On a développé le vrac à 48%, maintenant on a 52% de vrac, mais on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Parce que le consommateur nous demande encore des lots. Donc la pomme par 6, maintenant on la vend dans des barquettes en carton. Vous l'avez vu arriver, la barquette en carton. Vous avez vu aussi arriver certainement. Vous l'avez vu arriver ou pas? Vous avez arrivé et le sujet un peu galère, c'était le sujet des filets. Vous savez, les filets d'oignons, d'échalotes. Vous imaginez tous les filets qu'il y a dans le magasin? Là maintenant, c'est des filets en matière cellulosique. C'est ce qu'on appelle un lyocell, c'est une matière cellulosique, vous verrez dans vos magasins. Vous imaginez, ça fait encore moins 100 tonnes de plastique. Et donc, et comme ça, vous mesurez, vous accumulez, vous mesurez. Aujourd'hui, on est arrivé à moins 11 000 tonnes d'emballage. Et dans les moins 11 000 tonnes d'emballage, on a enlevé 7 000 tonnes de plastique. Mais de là, pour nous aider un tout petit peu, je vous ai parlé de 2018, pour nous aider un tout petit peu, en 2020, il y a eu une loi qui nous a imposé à tous les distributeurs de les supprimer pour le 31 décembre dernier. Et qui nous a mis un petit coup de booster pour réussir à emmener tous les fournisseurs à travers l'Europe dans cette même dynamique. Et n'oublions pas, on n'est qu'en France, donc il y a des producteurs d'orange. L'orange, on la fait pas encore en France là pour l'instant. Elle est faite en Espagne. Donc il fallait embarquer aussi tous les fournisseurs espagnols dans cette dynamique de suppression du plastique. Donc pour revenir à votre question, c'était quoi sur les KPI, les indicateurs? Non, les indicateurs? Parce que sinon, j'ai d'autres sujets. Hein. C'était sur les indicateurs. Les indicateurs, mais non, mais 3 heures. vous fixez moins 20 000 tonnes, vous mesurez tous les trimestres, vous pilotez, et après vous arrivez à accumuler. Chez nous, on a mis en plus il y a un système d'index qui fait que ceux qui s'occupent de ce sujet-là, leur rémunération dépend de ces résultats-là. Et donc, au niveau du groupe, nous, on dépend de tous les résultats RSE, un tiers de notre rémunération variable. Et puis, dès que vous descendez un peu dans la hiérarchie, quand vous êtes le patron des fruits et légumes, il y a un tiers de votre rémunération qui dépend de la suppression du plastique, par exemple. Du variable, bien sûr. J'ai dit quoi? Rémunération variable. Rémunération variable. Mais et vous voyez, c'est exactement le type de sujet qui sont des sujets d'innovation. Ça veut dire que quand vous avez un indicateur, que cet indicateur devient un peu une contrainte entre guillemets, eh ben elle devient une source d'innovation. Merci beaucoup. Karine, je me tourne vers vous. Vous avez aussi renforcé la stratégie RSE de Monoprix avec des objectifs qui sont très ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous partager à votre tour quelques indicateurs que vous utilisez ou KPI en interne, en externe? Alors oui, c'est vrai, on en utilise beaucoup. Et puis là, on est dans la période des reporting. Donc je sais même pas combien on remonte d'indicateurs pour le reporting RSE, mais plus de 500, je pense. Après, c'est vrai que tous, on les regarde pas au quotidien. Il y a certains d'entre eux qu'il faut choisir parce que ce sont nos priorités, en faire des vrais indicateurs de pilotage qu'on partage en interne. Parce que voilà, ça nous montre la voie, ça permet de mesurer les progrès. Après, pour partager quelques-uns, nous, sur l'offre responsable, on mesure le pourcentage de notre chiffre d'affaires qu'on réalise avec des produits labellisés type bio, équitable, écolabellisés. Donc, sur le groupe Monoprix, au global, c'était un peu plus de 17% en 2021. Si on enlève Naturalia, qui est 100% bio, donc, mais si on se concentre sur Monoprix, Monop, on est à plus de 12%, 12,2%, donc c'est beaucoup. Non, pardon, on est à 13%, et après, si on se focus sur le bioalimentaire, on est à plus de 12%. C'est beaucoup parce que la moyenne du marché, c'est à peu près 5% le poids du bio en alimentaire en France, donc on peut se benchmarker de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on suit? On suit des indicateurs environnementaux, évidemment. Donc là, moi, je suis hyper heureuse parce que on s'est fixé comme objectif de baisser de 50% nos émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030. Et là, en 2021, on a baissé de 22%.
C'est colossal, on n'a jamais baissé aussi fort. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a mis en place un plan d'action sur nos meubles froids, qui sont la majorité de nos émissions. Très ambitieux, donc qui porte ses fruits très vite. Alors c'est sûr que je pense que voilà, on cueille les fruits bars, les fruits faciles à cueillir la première année, puis ça va être de plus en plus compliqué. Mais moins 22%, on n'avait jamais fait ça. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on partage aussi? On a des indicateurs RH qu'on suit également sur la mixité homme-femme. Chez Monoprix, on est une entreprise très féminine. Je regarde mes petits chiffres pour pas vous dire de bêtises, mais voilà, on a 58% de femmes dans les effectifs. 54% de femmes dans le management et 60% de femmes au COMEX. Alors ça, je pense que rares sont les entreprises qui... Voilà. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est bien, on en est fiers. On mesure aussi tout ce qu'on peut faire en matière de dons de marchandises, lutte contre le gaspillage. On en parlait avec des pourcentages des marques, des millions d'euros de marchandises données à des associations. 26 millions d'euros l'année dernière, d'invendus alimentaires, non alimentaires donnés à des associations. On mesure aussi ce qu'on peut récolter pour des associations avec les arrondis en caisse qu'on a mis en place aussi il y a 3 ans, qui nous permettent de lever des fonds, 1,3 million d'euros pour les associations l'année dernière. Voilà. Donc en fait, on a beaucoup d'indicateurs et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Corinne. Il faut quand même se dire qu'il faut tout suivre, tous ces sujets de façon exhaustive et en même temps, en termes de pilotage en interne et en termes de communication, en choisir quelques-uns clés comme ça sur lesquels on va focuser le regard de chacun, qui vont permettre de calculer une partie des rémunérations variables, qui vont même permettre aujourd'hui, là on a contractualisé pour la première fois un emprunt bancaire dont le taux d'intérêt va avoir un système de bonus-malus indexé sur 3 KPIs RSE. Donc voilà, qu'on suit maintenant avec nos... Donc maintenant, le DAF est très partie prenante du suivi aussi des KPIs RSE parce que le taux d'intérêt, enfin le coût de la dette va être indexé en partie là-dessus. Donc c'est aussi une façon d'embarquer tous les métiers, toutes les fonctions à tous les niveaux dans ces sujets. Ouais. Et vous, Sébastien, la structure organisationnelle et managériale de Recycléa appelle à mettre en place des indicateurs de performance qui sont un peu différents des entreprises plus traditionnelles, on va dire, dans la structure organisationnelle. Comment est-ce que vous vous y prenez et quels critères est-ce que vous regardez? On parlait de critères en interne, critères externes aussi, avec le sondage des consommateurs. Alors, nous, déjà, dans le déploiement de la stratégie RSE de Recycléa, on a fait le choix de se faire évaluer sous la norme AFAC AFNOR 26000, engagé RSE, depuis 2015. Et quand on a construit, en fait, la stratégie, on a embarqué tous les collaborateurs. Alors, c'était facile, on n'était pas nombreux à l'époque. C'est plus difficile dans d'autres organisations. Et ce qui fait que, naturellement, tous les objectifs et tous les KPI qui sont construits autour de ça, ils sont très opérationnels et très compris nourris par les collaborateurs. Alors après, nous, effectivement, on va suivre au niveau du management et de la structure managériale, on va suivre des KPI que tout le monde ne suit pas, autour de la personne en situation de handicap, autour de notre taux de personnes en situation de handicap, autour de du nombre d'heures de professionnalisation. Donc il n'y a pas que la formation dedans, il y a d'autres choses. On met en place des suivis renforcés, on met en place du e-learning volontaire, on met en place des programmes Voltaire, etc. Donc on va suivre toutes ces choses-là. Et puis après, on suit un taux qui est propre à nous et qui est très ancrage territorial. On suit un taux de retour au territoire. Voilà, comme on est sur un bassin, on est à Montluçon, dans le centre de la France, je ne sais pas si vous connaissez, et on a défini, en fait, par une méthode de calcul, dans toutes nos dépenses, dans toutes nos recettes, combien on reverse au territoire. Aujourd'hui, dans les organisations françaises, un retour au territoire, c'est 40%, c'est une bonne note. Nous, on atteint la somme de 82%. C'est facile, on est une entreprise de service. Quand on est une entreprise de négoce, c'est plus difficile, puisqu'on n'achète pas forcément sur le territoire. Mais sur une entreprise de service, c'est plus simple. Aujourd'hui, ça veut dire que pour 100 euros de chiffre d'affaires chez Recycléa, on reverse 82 euros sous forme de salaire, de taxes diverses sur le territoire qui contribuent au développement du territoire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette table ronde. Est-ce que pour un mot de la fin, on pourrait faire un tour de table général pour que vous partagiez avec la salle un dernier conseil à mettre en place pour mener de front la mise en place d'une stratégie RSE qui se veut performante et alignée du coup aux différentes parties prenantes. Qui veut commencer? C'est difficile. C'est difficile.
Non, mais je pense que oui, il faut commencer par se poser la question de la matérialité dont parlait Corinne. C'est quoi les sujets qui sont importants pour mon business, pour mes clients, pour mes parties prenantes internes, externes, et ceux sur lesquels j'ai l'impact principal. En effet, mettre en place des indicateurs de mesure, se fixer des objectifs à moyen terme, long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les entreprises s'engager sur « je serai neutre en 2050 » et c'est vrai que les gens se disent « oui, mais enfin concrètement, vous faites quoi cette année ?» Donc en fait, il y a les deux pas de temps à articuler. C'est pas facile, je trouve, quand on est responsable de la RSE dans une entreprise, d'arriver à faire ça bien. C'est un de nos gros challenges. Voilà, quelles sont les recommandations? Embarquer tous les métiers, voilà, être dans des sujets, pouvoir faire en sorte que chaque métier s'approprie ses sujets de RSE. Ces projets, ces innovations, ces sujets ne sont pas ceux du département ou de la direction RSE, mais bien ceux de tous. Et donc que chaque métier ait ses objectifs, ses KPI, ses plans d'action, ça c'est aussi important. Et aussi évidemment au niveau des magasins ou du réseau, voilà. C'est déjà pas mal. Est-ce que Bertrand, Corinne, et puis faire preuve d'humilité, parce qu'on l'a dit aussi, mais en fait c'est jamais fini. Hein. Voilà. Moi tout pareil. Hein. Non, je dirais si j'irais voir loin, le voir avec les clients, le partager avec les clients, sa vision à long terme et agir tout de suite. Et notre difficulté, c'est d'agir tout de suite sur des petites lignes, des petits projets tout de suite. Parce que quand vous avez un projet qui va ramener peut-être 10 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires dans une entreprise qui en fait même 10 millions, vous allez voir que vous restez tout petit. Et peut-être que ce projet, il deviendra très grand. Ça va être un projet massif dans les prochaines années. Mais par contre, il faut que nous, dans la RSE, on garde le cap et on garde ce projet-là comme une tendance. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous voyez, ça c'est ma bouteille. Donc, qui a une gourde aujourd'hui ? Vous imaginez? D'accord? Et le business, il a encore la bouteille d'eau plastique. D'accord? Et donc, en fait, vous voyez, que vous avez déjà transformé votre consommation. Vous voyez que vous avez déjà des gourdes. Donc, nous, bien sûr, vous en avez vendu beaucoup. Mais par contre, le monde, on a du mal à raccrocher ce que l'on fait soi au monde qui est ancien et de le faire tourner. Ça, c'est costaud. Hein, après la bouteille plastique, on a quoi? Alors qu'on a tous des gourdes dans la main. Hein. Donc vous imaginez le gros défi. Donc ça, c'est notre défi quotidien, tous les jours, sur tous les rayons, etc. Donc je pense qu'un autre conseil, ce serait de les prendre un par un, tranquillement, de voir loin sur chacun des défis, mais surtout, d'agir tout de suite. De ne pas se dire que ce sera demain. J'espère qu'avec les exemples, je vous ai montré que c'est du live, c'est en magasin, et nous, on a l'objectif d'une nouvelle action toutes les semaines. Même si c'est une petite action, c'est une action toutes les semaines. Merci beaucoup. On va devoir clôturer cette table ronde. Je vous propose de continuer les échanges à l'extérieur avec la salle. Et on va enchaîner sur une table ronde autour de la relation des startups avec les grands groupes. Merci.